Philarète Châle dans Conte brun, lu par Éric pour Audiocité, L'œil sans paupières. Halloween, Halloween, criaient-ils tous. C'est ce soir la nuit sainte, la belle nuit des Skelpies et des Fairies. Carrick, et toi, Colin, venez-vous? Tous les paysans de Carrick Border sont là. Nos Meg et nos Jennies y viendront aussi. Nous apporterons de bons whisky dans des brocs d'étain, de l'ale fumeuse, le parritch savoureux. Le temps est beau, la lune doit briller. Camarades, les ruines de Cassilis Downhouse n'ont jamais vu d'assemblée plus joyeuse. Ainsi parlait Jock Murlord, fermier, veuf et jeune encore. Il était comme la plupart des paysans d'Écosse, théologien, un peu poète, grand buveur, et cependant fort économe. Murdoch, Will Laprick, Tom Duckett l'entouraient. La conversation avait lieu près du village de Casselis. Vous ne savez sans doute pas ce que c'est que l'Halloween. C'est la nuit des fées. Elle a lieu vers le milieu d'août, alors on va consulter le sorcier du village. Alors tous les esprits follets dansent sur les bruyères, traversent les champs, à cheval sur les pâles rayons de la lune. C'est le carnaval des génies et des gnomes. Alors il n'y a pas de grotte ni de rocher qui n'ait son bal et sa fête, pas de fleurs qui ne tressaillent sous le souffle d'une sylphide, pas de ménagère qui ne ferme soigneusement sa porte, de peur que le Spunky n'enlève le déjeuner du lendemain et ne sacrifie à ses espiègleries le repas des enfants qui dorment enlacés dans le même berceau. Telle était la nuit solennelle, mêlée de caprices fantastiques et d'une secrète terreur qui allait s'élever sur les collines de Cassilis. Imaginez un terrain montagneux qui ondule comme une mer, et dont les nombreuses collines se tapissent d'une mousse verte et brillante. Au loin, sur un pic escarpé, les murs crénelés du château détruit, dont la chapelle privée de sa toiture s'est conservée presque intacte, et fait jaillir dans l'éther pur ses pilastres minces, sveltes comme des branchages en hiver et dépouillés de leur feuillage. La terre est inféconde dans ce canton. Le genêt doré y sert de retraite aux lièvres. La roche paraît à nu de distance à distance. L'homme qui ne reconnaît un pouvoir suprême que dans la désolation et la terreur regarde ces terrains stériles comme frappés du sceau même de la divinité. La bienfaisance féconde et immense du Très-Haut nous inspire peu de gratitude. C'est son châtiment et sa rigueur que nous adorons. Les Spunkies dansaient donc sur le gazon menu de Cassilis, et la lune qui s'était levée paraissait large et rouge à travers le vitrage cassé du grand portail de la chapelle. Elle semblait suspendue là comme une grande rosace amarante, sur laquelle se dessinait un débris de trèfle de pierre mutilée. Les Spunkies dansaient. Le Spunky. C'est une tête de femme, blanche comme la neige, avec de longs cheveux ardents, de belles ailes, draperies soutenues par des fibres minces et élastiques, s'attachent non pas à l'épaule, mais aux bras blancs et minces dont elles suivent le contour. Le Spunky est hermaphrodite, a un visage féminin. Il joint cette élégance svelte et frêle de la première adolescence virile. Le Spunky n'a de vêtements que ses ailes, tissu fin et délié, souple et serré, impénétrable et léger, comme l'aile de la chauve-souris. Une nuance brunâtre, fondue dans une pourpre azurée,
chatoie sur cette robe naturelle qui se reploie autour du spunky en repos, comme les plis de l'étendard autour du bâton qui le porte. De longs filaments, qui ressemblent à de l'acier bruni, soutiennent ces longs voiles dont le spunky se drape. Des griffes d'acier en arment l'extrémité. Malheur à la ménagère qui s'aventure le soir près du marais où se tient blotti le spunky, ou dans la forêt qu'il parcourt. La ronde des spunkies commençait sur les bords de la Doune. Quand l'assemblée joyeuse, femmes, enfants, jeunes filles, s'en approcha, les lutins disparurent aussitôt. Toutes ces grandes ailes, se déployant à la fois, obscurcissent l'air. Vous eussiez dit une nuée d'oiseaux, s'élevant tout à coup du milieu des roseaux bruissants. La clarté de la lune se voila un moment. Merland et ses compagnons s'arrêtèrent. « J'ai peur, » s'écria une jeune fille. « Bah, reprit le fermier, ce sont des canards sauvages qui s'envolent. »« Merland, » lui dit le jeune Colléen d'un air de reproche, « tu finiras mal, tu ne crois à rien. Brûlons nos noix, cassons nos noisettes, reprit Merland, sans faire attention à la réprimande de son camarade. Asseyons-nous ici et vidons nos paniers. Voici un beau petit abri. La roche nous couvre, le gazon nous offre un lit douillet. Le grand diable ne me troublerait pas dans mes méditations qui vont sortir de ces brocs et de ces bouteilles. Mais les Boggilis et les Brownillis peuvent nous trouver ici, dit timidement une jeune femme. Le Cranreuch les emporte, interrompit Merland. Vite, Leprake, allume ici, près du roc, un foyer de feuilles mortes et de branchages. Nous chaufferons le whisky, et si les filles veulent savoir quel mari le bon Dieu ou le diable leur réserve, nous avons ici de quoi les satisfaire. Bum Leslie nous a apporté des miroirs, des noisettes, de la graine de lin, des assiettes et du beurre. Las, n'est-ce pas là tout ce qu'il faut pour vos cérémonies? Oui, oui, répondirent les las. Mais d'abord buvons, reprit le fermier, qui, par son caractère dominateur, sa fortune, son cellier bien garni, son grenier plein de blé, et ses connaissances agricoles, avait acquis une certaine autorité dans le canton. Or, mes amis, vous saurez que, de tous les pays du monde, celui où les classes inférieures ont le plus d'instruction et le plus de superstition à la fois, c'est l'Écosse. Demandez à Walter Scott, ce sublime paysan écossais, qui ne doit sa grandeur qu'à cette faculté qu'il a reçue de Dieu de représenter symboliquement tout le génie national. En Écosse, on croit à tous les gnomes, et on discute, dans les cabanes, des sujets d'abstraite philosophie. La nuit d'Halloween est consacrée spécialement à la superstition. On se réunit alors pour pénétrer dans l'avenir. Les rites nécessaires pour obtenir ce résultat sont connus et inviolables. Point de religion plus stricte dans ses observances. C'était surtout cette cérémonie pleine d'intérêt, où chacun est à la fois prêtre et sorcier, que les habitants de Cassilis regardaient comme le but de leur excursion, et le délassement de leur nuit. Cette magie rustique a un charme inexprimable. On s'arrête, pour ainsi dire, sur le point limitrophe de la poésie et de la réalité. On communique avec les puissances infernales, sans renier Dieu tout à fait. On transmute en objets sacrés et magiques les objets les plus vulgaires. On se crée avec un épi de blé et une feuille de saule des espérances et des terreurs. La coutume veut que l'on ne commence les incantations d'Halloween qu'à minuit sonnant, à l'heure où toute l'atmosphère est envahie par les êtres surhumains, et où non seulement les Spunkies, premiers acteurs du drame, mais tous les bataillons de la féerie écossaise viennent s'emparer de leur domaine. Nos paysans, réunis à 9 heures, passèrent le temps à boire, à chanter ces vieilles et délicieuses ballades, où leur langage mélancolique et naïf s'allie si bien à un rythme saccadé,
à une mélodie qui descend de carte en carte par des intervalles bizarres, à un emploi singulier du genre chromatique. Les jeunes filles, avec leurs plaies bariolées et leurs robes de serge, d'une admirable propreté, les femmes, le sourire sur les lèvres, les enfants ornés de ce beau ruban rouge noué sur le genou, qui leur sert de jarretière et de parure, les jeunes gens dont le cœur battait plus vite à l'approche du moment mystérieux où la destinée allait être consultée, un ou deux vieillards que l'aile savoureuse rendait à la joie de leurs jeunes ans, formaient un groupe plein d'intérêt que Williki aurait voulu peindre, et qui aurait fait en Europe les délices de toutes les âmes accessibles encore, parmi tant d'émotions fébriles, aux délices d'un sentiment vrai et profond. Meurland surtout se livrait tout entier à la gaieté bruyante qui pétillait avec la mousse épaisse de la bière et se communiquait à tous les auditeurs. C'était un de ces caractères que la vie ne dompte pas, un de ces hommes d'intelligence vigoureuse qui luttent contre la bise et l'orage. Une jeune fille du canton qui avait uni sa destinée à celle de Meurland était morte en couche après 2 ans de mariage, et Meurland avait juré de ne se remarier jamais. Personne n'ignorait dans le voisinage la cause de la mort de Tulzie. C'était la jalousie de Meurland. Tulzie, délicate enfant, comptait à peine 16 années quand elle épousa le fermier. Elle l'aimait et ne connaissait pas la violence de cette âme, la fureur dont elle pouvait s'animer, le tourment journalier qu'elle pouvait infliger à elle-même et aux autres. Jack Meurland était jaloux. La tendresse ingénue de sa jeune compagne ne le rassurait pas. Un jour, au cœur de l'hiver, il lui fit faire un voyage à Édimbourg, pour l'arracher aux séductions prétendues d'un jeune laird qui avait eu la fantaisie de passer la mauvaise action, la mauvaise saison, à sa campagne. Tous les camarades du fermier, et même le curé, ne lui épargnait pas les remontrances, il ne répondait rien, si ce n'est qu'il aimait ardemment Tulzie, et qu'il était le meilleur juge de ce qui pouvait contribuer au bonheur de son ménage. Sous le toit rustique de Joke, il y avait souvent des plaintes, des cris, des sanglots, qui retentissaient au dehors. Le frère de Tulzie était venu représenter à son beau-frère que sa conduite était inexcusable. Une querelle véhémente avait été la suite de cette démarche. La jeune femme dépérissait par degrés. Enfin le chagrin qui la consumait l'emporta. Meurland tomba dans un profond désespoir qui dura plusieurs années. Mais comme tout est passager dans ce monde, il avait, en jurant de rester veuf, oublié peu à peu le souvenir de celle dont il avait été le bourreau involontaire. Les femmes qui, pendant plusieurs années, l'avaient vu avec horreur, lui avaient enfin pardonné, et la nuit d'Halloween le retrouvait tel qu'il avait été autrefois, joyeux, caustique, amusant, buvant sec, et fécond en excellents contes, en plaisanteries rustiques, en refrains bruyants, qui mettait en train l'assemblée nocturne et entretenait sa bonne humeur. On avait déjà épuisé la plupart des vieilles romances de fondation, quand les 12 coups de minuit sonnèrent et propagèrent au loin l'écho de leurs vibrations. Ils avaient bu largement. Voici venir le moment des superstitions accoutumées. Tout le monde, excepté Meurland, se leva. « Cherchons le Kyle !» s'écrièrent-ils. Jeunes gens et jeunes filles se répandirent dans les champs, et revinrent tour à tour, apportant chacun une racine détachée du sol. C'était le Kyle. Il faut déraciner la première plante qui se présente sous vos pas. Si la racine est droite, votre femme ou votre mari seront bien faits et de bonne grâce. Si la racine est tortue, vous épouserez une personne contrefaite. S'il reste de la terre suspendue au filament, votre ménage sera fécond et heureux. Si votre racine est polie et mince, vous ne serez pas longtemps en ménage.
Imaginez les éclats de rire, le tumulte joyeux, les plaisanteries villageoises auxquelles cette recherche conjugale donnait lieu. On se poussait, on se pressait, on comparait les résultats de son investigation. Jusqu'aux petits-enfants avaient leur quelle. « Pauvre Will Avril !» s'écria Merlot, jetant les yeux sur la racine que tenait en main un jeune garçon. « Ta femme sera tortue, ton Kyle ressemble à la queue de mon porc. » Puis ils s'assirent en rond et l'on se mit à expérimenter la saveur de chaque racine. Une racine amère désigne un méchant mari, une racine sucrée, un mari imbécile, une racine odorante, un époux de bonne humeur. À cette grande cérémonie succéda celle du tap-pickle. Les jeunes filles vont, les yeux bandés, cueillir chacune 3 épis de blé. Si le grain qui couronne l'épi se trouve manqué à l'un d'entre eux, on ne doute pas que le mari futur de la villageoise n'ait à lui pardonné une faiblesse commise avant l'heure nuptiale. Oh, Nelly, Nelly, tes 3 épis étaient à la fois privés de leur tap-pickle, et l'on ne t'épargnera pas les railleries. Il est vrai que la veille même, le Faust House, ou grenier de réserve, avait été témoin d'une causerie bien longue entre toi et Robert Luat. Merland les regardait sans se mêler activement à leur jeu. « Les noisettes, s'écrièrent-ils. On tire du panier un sac plein de noisettes, et l'on se rapprocha du feu, que l'on n'avait pas cessé d'entretenir. La lune brillait pure et presque radieuse. Chacun prit sa noisette. Ce charme est célèbre et vénéré. On se distribue par couple. On donne à la noisette que l'on a choisie son propre nom, et l'on place à la fois dans le feu la noisette baptisée du nom de sa fiancée et la sienne propre. Si les 2 noisettes brûlent paisiblement côte à côte, l'union sera longue et paisible. Si les noisettes éclatent et se séparent en brûlant, trouble et séparation dans le ménage. Souvent c'est la jeune fille qui se charge de disposer dans le foyer le double symbole auquel toute son âme s'attache. Quel est son chagrin quand ce divorce s'opère et que son mari futur s'élance en pétillant loin de sa compagne. Une heure sonnait, et les paysans n'étaient point là de consulter leur oracle mystique. La terreur et la foi qui se mêlaient à ces incantations leur prêtaient un charme nouveau. Les Spunkies recommençaient à se mouvoir au milieu des joncs agités. Les jeunes filles tremblaient. La lune qui avait monté dans le ciel se couvrait d'un nuage. On fit la cérémonie aux pots de terre, celle de la chandelle soufflée, celle de la pomme. Grande conjuration que je ne dévoilerai pas. Willie Mailly, une des plus belles entre ces jeunes filles, plongea 3 fois son bras dans l'eau de la Doune, en s'écriant « Mon époux futur, mon mari qui n'est pas encore, où es-tu? Voici ma main. » 3 fois le charme avait été répété, lorsqu'on l'entendit pousser un grand cri. « Ah bon Dieu, le Spunky a saisi ma main !» s'écria-t-elle. On s'empressa près d'elle, et tout le monde frémit, excepté Merland. Mailly montra sa main, tout ensanglantée. Les juges des 2 sexes, qu'une longue expérience rendait habiles dans l'interprétation de ces oracles, convinrent sans hésiter que l'égratignure n'était pas causée, comme le prétendait Merland, par les pointes d'un jonc épineux, mais que le bras de la jeune fille portait réellement l'empreinte de la griffe aiguë du Spunky. On reconnut aussi d'une seule voix que Mailly était menacée par cette expérience d'avoir plus tard un mari jaloux. Le fermier veuf avait bu, je crois, un peu plus que de raison. « Jaloux, jaloux !» s'écria-t-il. Il croyait voir dans cette déclaration de ses camarades une allusion malveillante à sa propre histoire. « Moi, continua Merland en vidant un pot d'étain rempli de whisky qui en couvrait les bords, j'aimerais mieux 100 fois épouser le Spunky que de me marier une seconde fois. J'ai su ce que c'était que de vivre enchaîné. Autant vaudrait rester emprisonné dans une bouteille, fermée hermétiquement avec un singe.
un chat ou le bourreau pour compagnon. J'ai été jaloux de ma pauvre Tulzie. J'avais tort peut-être. Mais comment, je vous le demande, n'être pas jaloux? Quelle est la femme qui ne demande pas une continuelle surveillance? Je ne dormais pas la nuit, je ne la quittais pas pendant le jour entier. Je ne fermais pas l'œil un instant. Les affaires de ma ferme allaient mal, tout dépérissait. Tulzie elle-même languissait sous mes yeux. À 5 millions de diables le mariage. Les uns riaient, les autres scandalisés se taisaient. La dernière et la plus redoutable des incantations restait à essayer. C'est la cérémonie du miroir. On se place une chandelle à la main, en face d'une petite glace, on souffle 3 fois sur le verre et l'on essuie en répétant 3 fois « Parais, mon mari » ou « Parais, ma femme ». Alors, au-dessus de l'épaule gauche de la personne qui consulte le destin, se montre distinctement une figure qui se reflète dans le miroir. C'est celle de la compagne ou du mari que l'on invoquait. Personne n'osait, après l'exemple de Meiley, braver encore les puissances surnaturelles. Le miroir et la chandelle étaient là par terre, sans que l'on pensât à la mettre en usage. La Doune frémissait dans les roseaux. Une longue traînée d'argent qui tremblait sur ces vagues lointaines était aux yeux des villageois la trace étincelante des Skelpies, ou esprits des eaux. La jument de Murland, sa petite jument des Highlands, à la queue noire et au blanc poitrail, hennissait de toute sa force, ce qui est toujours signe qu'un mauvais esprit est voisin. Le vent fraîchissait, les tiges des joncs balançaient, rendaient un triste et long murmure. Toutes les femmes commençaient à parler du retour. Elles avaient d'excellentes raisons. Des réprimandes pour leurs maris et leurs frères, des conseils de santé pour leurs pères, et une éloquence de ménage à laquelle, hélas, nous autres rois de la nature et du monde, nous résistons bien rarement. Eh bien, qui de vous se présentera devant le miroir? S'écria Merland. On ne répondait pas. Vous avez bien peu de cœur, continua-t-il. Le souffle du vent vous fait trembler comme le saule. Quant à moi qui ne veux plus prendre de femme, comme vous savez, parce que je veux dormir, et que mes paupières refusent de se fermer dès que je suis mari, il m'est impossible de commencer le charme. C'est ce que vous sentez aussi bien que moi. À la fin, personne ne voulant saisir le miroir, Jock Merland s'en empara. Je vais vous donner l'exemple. Alors il prit sans hésiter la glace fatale. La chandelle fut allumée, et il répéta bravement l'incantation. « Parais donc, ma femme !» s'écria Merland. Aussitôt une figure pâle, couverte de cheveux d'un blond fauve, se montra sur l'épaule de Merland. Il tressaillit, se retourna pour s'assurer que l'une des jeunes filles du canton n'était pas derrière lui pour imiter l'apparition. Mais personne n'avait osé parodier le spectre, et quoique le miroir se fût brisé sur la terre en échappant de la main du fermier, toujours au-dessus de son épaule la même tête blanche, la même chevelure ardente se présentait. Merland pousse un grand cri et tombe la face contre terre. Vous eussiez vu alors tous les habitants du village fuir çà et là comme les feuilles enlevées par le vent. Il ne resta plus dans cet endroit où ils s'étaient livrés, naguère, à leurs amusements rustiques, que les débris de la fête. Le foyer à demi éteint, les pots et les cruches vides, et Merland couché sur le gazon. Les Spunkies et leurs acolytes revenaient en foule, et l'orage qui se préparait dans l'air mêlait à leur chant surnaturel ce long sifflement que les Écossais désignent si pittoresquement sous le nom de Sug. Merland, en se relevant, regarda encore par-dessus son épaule toujours la même figure. Elle souriait aux paysans, mais ne prononçait pas un mot, et Merland ne pouvait deviner si cette tête appartenait à un corps humain, car elle ne se montrait à lui que lorsqu'il se détournait.
Sa langue se glaçait et restait attachée à son palais. Il essaya de lier conversation avec l'être infernal et rappela en vain tout son courage. Dès qu'il apercevait ses traits pâles et ses boucles ardentes, il frémissait de tout son corps. Il se mit à fuir, dans l'espoir de se délivrer de son acolyte. Il avait détaché sa petite jument blanche et allait mettre le pied à l'étrier, quand il tenta encore une dernière expérience. Terreur, toujours cette tête, devenue son inséparable compagne. Elle était attachée sur son épaule, comme ces têtes isolées dont les sculpteurs gothiques jetaient quelquefois le profil au sommet d'un pilastre ou à l'angle d'un entablement. La pauvre Meg, la jument du fermier, hennissait avec une force terrible, et par des ruades fréquentes, elle annonçait la part qu'elle prenait à la terreur de son pauvre maître. Le Spunky, ce devait être un de ces habitants des joncs de la Doune qui persécutaient le fermier. Toutes les fois que Merland se retournait, fixait sur lui deux yeux flamboyants, d'un bleu profond, sur lequel aucun cil ne dessinait son ombre, et dont nulle paupière ne voilait l'insupportable clarté. Il piqua des deux. La même curiosité le poussait toujours à savoir si sa persécutrice était là. Elle ne le quittait pas. En vain lançait-il sa jument au galop. En vain les bruyères et les montagnes disparaissaient et fuyaient sous les pas de l'animal. Burland ne savait plus ni quelle route il suivait, ni vers quel but il conduisait la pauvre Meg. Il n'avait qu'une idée. Le Spunky, son compagnon de route, ou plutôt sa compagne, car cette figure féminine avait toute la malice et toute la délicatesse qui conviennent à une jeune fille de 18 ans. La voûte du ciel se couvrait de nuées épaisses qui le rétrécissaient par degrés. Jamais pauvre pêcheur ne se trouva lancé seul au milieu de la campagne dans une plus satanique obscurité. Le vent soufflait comme s'il eût voulu éveiller les morts. La pluie tombait, emportée diagonalement par la violence de l'orage. Les lueurs rapides de l'éclair disparaissaient, dévorées par les nuées ténébreuses qui se refermaient sur elles. De longs, profonds et lourds mugissements en sortaient. Pauvre Murland, ton bonnet bleu écossais, bariolé de rouge, tomba, et tu n'osas pas te retourner pour le ramasser. La tempête redoublait de fureur, la Doune débordait sur ses rivages. Et Murland, après avoir galopé pendant 1 heure, reconnut douloureusement qu'il revenait au même lieu d'où il était parti. L'église ruinée de Cassilis était sous ses yeux. On eût dit que l'incendie embrasait les restes de ces vieux pilastres. Des flammes jaillissaient de toutes les ouvertures inégales. Les sculptures apparaissaient dans toute leur délicatesse sur un fond de clarté lugubre. Meg refusait d'avancer. Mais le fermier, dont la raison ne guidait plus les démarches, et qui croyait sentir cette redoutable tête appuyée sur son épaule, enfonçait si vigoureusement son éperon dans les flancs de la pauvre bête, qu'elle céda, malgré elle, à la violence qu'on lui imposait. « Jock, dit une voix douce, épouse-moi, tu cesseras d'avoir peur. » Vous imaginez la profonde terreur du malheureux Merland. « Épouse-moi, répétait le Spunky. » Cependant il fuyait vers la cathédrale enflammée. Merland, arrêté dans sa course par les pilastres mutilés et les seins de pierre renversés, mit pied à terre. Il avait, pendant cette nuit, bu tant de vin de bière et d'eau de vie, galopé si étrangement, éprouvé tant de surprise, qu'il finit par s'accoutumer à cet état d'excitation surnaturelle. Notre fermier entra d'un pied ferme dans la nef sans voûte d'où jaillissaient ces feux infernaux. Le spectacle qui le frappa
était nouveau pour lui. Un personnage, accroupi au milieu de la nef, soutenait sur son dos courbé un vase octangulaire où brûlait une flamme verte et rouge. Le maître-autel était chargé de ces vieux ornements catholiques. Des démons à la chevelure ardente qui se hérissaient sur leur tête étaient debout sur l'autel et tenaient lieu de cierge. Toutes les formes grotesques et infernales que l'imagination du peintre et du poète ont rêvées se pressaient, couraient, volaient, se balançaient, se traînaient, se contournaient en mille étranges façons. Les stalles des chanoines étaient remplies de personnages graves qui avaient conservé les costumes de leur état. Mais sur leurs aumus, on voyait se dessiner des mains de squelettes, et de leurs yeux caves, aucune clarté n'émanait. Je ne dirais pas, car le langage humain ne peut y atteindre, quel encens on brûlait dans cette église, ni quelle abominable parodie des saints mystères y était jouée par les démons. 40 de ces lutins, perchés sur l'ancienne galerie qui avait soutenu autrefois l'orgue de la cathédrale, tenaient en main des cornemuses écossaises de dimensions différentes. Un énorme chat noir, assis sur un trône composé d'une douzaine de ces messieurs, donnait la mesure par un miaulement prolongé. La symphonie infernale faisait trembler ce qui restait encore des voûtes à demi détruites, et tombait de temps en temps quelques fragments de pierres ruineuses. Il y avait parmi ce tumulte de jolies skelpies à genoux, vous les eussiez prises pour des vierges charmantes, si la queue démoniaque n'avait pas soulevé le coin de leur robe blanche. Et plus de 50 spunkies, les ailes étendues ou repliées, dansant ou en repos. Dans les niches des saints symétriquement rangés autour de la nef étaient des cercueils ouverts, où le mort, sur son linceul blanc, apparaissait tenant en main le cierge funéraire. Quant aux reliques suspendues au parvis, je ne m'arrêtai pas à les décrire. Tous les crimes connus en Écosse depuis 20 ans avaient concouru à parer l'église livrée aux démons. Vous y eussiez vu la corde du pendu, le couteau de l'assassin, le débris épouvantable de l'avortement et la trace de l'inceste. Vous y eussiez vu des cœurs de scélérats noircis dans le vice, et des cheveux blancs, paternels, suspendus encore à la lame du poignard parricide. Merland s'arrêta, se détourna, la figure compagne de sa route n'avait pas quitté son poste. Un des monstres chargés du service infernal le prit par la main. Il se laissa faire. On le conduisit à l'autel. Il suivit son guide. Il était dompté. Sa force l'avait abandonné. On s'agenouilla. Il s'agenouilla. On chanta des hymnes bizarres. Il n'écouta rien. Et il resta là, stupéfait, pétrifié, attendant son sort. Cependant, les chants infernaux devenaient plus bruyants. Les spunkies, chargés du corps de balai, tournaient plus rapidement dans leur ronde infernale. Les cornemuses criaient, beuglaient, hurlaient et sifflaient, avec une véhémence nouvelle. Merland détourna la tête pour examiner cette fatale épaule sur laquelle un hôte, incommode, avait fait élection de domicile. « Ah !» s'écria-t-il, poussant un long soupir de satisfaction. La tête avait disparu. Mais quand ses regards éblouis et égarés se reportèrent sur les objets qui l'environnaient, il fut bien étonné de trouver près de lui, à genoux sur un cercueil, une jeune fille dont le visage était celui même du fantôme qui l'avait poursuivi. Une petite chemisette écossaise de fin lin gris descendait à peine jusqu'à mi-cuisse. On apercevait une poitrine charmante, de blanches épaules, sur lesquelles roulaient des cheveux blonds.
un sein virginal dont la légèreté du costume relevait de toute la beauté. Murland fut ému. Ces formes si gracieuses et si délicates contrastaient avec toutes les hideuses apparitions qui l'entouraient. Le squelette qui parodiait la messe prit de ses doigts crochus la main de Murland et l'unit à celle de la jeune fille. Murland crut sentir alors dans l'étreinte de cette bizarre fiancée la froide morsure que le peuple attribue aux griffes d'acier du Spunky. C'en était trop pour lui. Il ferma les yeux et défaillit. À demi vaincu par un évanouissement qu'il combattait, il crut deviner que des mains infernales le replaçaient sur la jument fidèle qui l'avait attendu à la porte de la cathédrale. Mais ses perceptions étaient obscures, ses sensations indistinctes. Une telle nuit, comme on le pense bien, laissa des traces chez notre fermier. Il se réveilla comme on se réveille après une léthargie, et fut fort étonné d'apprendre que depuis quelques jours il avait pris femme, que depuis la nuit d'Halloween, il avait fait un voyage dans les montagnes, et qu'il en avait ramené une jeune épouse, laquelle, en effet, se trouvait placée près de lui dans le lit héréditaire de sa ferme. Il se frotta les yeux et crut qu'il rêvait. Puis il voulut contempler celle qu'il avait choisie sans s'en douter, et qui était devenue Mistress Murloud. C'était le matin. Qu'elle était jolie, quelle douce lumière nageait dans ses regards prolongés, quel éclat dans ses yeux. Cependant, Murloud était frappé de la lueur bizarre qui émanait de ses regards mêmes. Il s'approcha. Chose étrange, sa femme, à ce qu'il pensa du moins, n'avait pas de paupières. De grands orbes d'un bleu foncé se dessinaient sous l'arc noir d'un sourcil, dont la courbe était admirablement légère. Murloud soupira. Le souvenir vague du Spunkies, de sa course nocturne et de sa terrible noce dans la cathédrale se représenta tout à coup devant lui. En examinant de plus près sa nouvelle épouse, il crut observer en elle tous les traits caractéristiques de cet être surnaturel, modifié seulement et comme adouci. Les doigts de la jeune femme étaient longs et minces, ses ongles blancs et effilés. Sa chevelure blonde tombait jusqu'à terre. Il resta comme absorbé par une profonde rêverie. Cependant, tous ses voisins lui dirent que la famille de sa femme résidait dans les Highlands, qu'aussitôt après la noce, il avait été saisi par une fièvre ardente, qu'il n'était pas étonnant que tout souvenir de la cérémonie se fût effacé de son esprit malade, mais que bientôt il se conduirait mieux avec sa femme, car elle était jolie, douce et bonne ménagère. « Mais elle n'a pas de paupières !» s'écria Murloud. On lui rit étonné. On prétendait que la fièvre le poursuivait encore. Personne, si ce n'est le fermier, ne s'apercevait de cette étrange particularité. La nuit vint. C'était pour Murloud la nuit des noces, car jusqu'à ce moment, il n'avait été marié que de nom. La beauté de sa femme l'avait ému, bien que selon lui, elle n'eût pas de paupières. Il se promettait donc de braver résolument sa propre terreur, et de profiter au moins de la faveur singulière que le ciel ou l'enfer lui envoyait. Nous demandons ici au lecteur de nous concéder tous les privilèges du roman et de l'histoire, et de passer rapidement sur les premiers événements de cette nuit. Nous ne dirons pas combien la belle Spélie, c'était son nom, paraissait plus belle encore dans ses nocturnes atours. Murland s'éveilla, rêvant qu'une clarté subite du soleil illuminait tout à coup la chambre basse où était placé le lit nuptial. Ébloui par ces rayons ardents, il se lève en sursaut et voit les yeux éclatants de sa femme tendrement fixés sur lui. « Diable !» s'écria-t-il. « Mon sommeil, en effet, est une injure à sa beauté. » Il chassa donc le sommeil, et dit à Spélie 1000 choses aimables et tendres auxquelles la jeune fille des montagnes répondit de son mieux. Jusqu'au matin, Spélie n'avait pas dormi.
Comment dormirait-elle, en effet, se demandait Murland. Elle n'a pas de paupières. Et son pauvre esprit retombait dans un abîme de méditation et de crainte. Le soleil se leva. Murland était pâle et abattu. La fermière avait les yeux plus étincelants que jamais. Ils passèrent la matinée à se promener sur les bords de la Doune. La jeune épouse était si jolie que son mari, malgré sa surprise et la fièvre à laquelle il était en proie, ne put la contempler sans admiration. « Jock, lui dit-elle, je vous aime autant que vous aimiez Tulzie. Toutes les jeunes filles des environs me portent envie. Aussi prenez-y garde, mon ami, je serai jalouse, je vous surveillerai de près. » Les baisers de Murland arrêtèrent ces paroles. Cependant les nuits se succédèrent, et au milieu de chaque nuit, les yeux éclatants de Spelly arrachaient le fermier à son sommeil. La force du fermier y succombait. « Mais, ma chère amie, demanda Jock à sa femme, « est-ce que vous ne dormez jamais ?»« Dormir, moi ? Oui, dormir. Il me semble, depuis que nous sommes mariés, vous n'avez pas dormi un moment. Dans ma famille, on ne dort jamais. » Les orbes azurés de la jeune femme versaient des rayons plus ardents. « Elle ne dort pas !» s'écria avec désespoir le fermier. « Elle ne dort pas !» Il retomba épuisé et terrifié sur l'oreiller. « Elle n'a pas de paupières, elle ne dort pas !» répéta-t-il. « Je ne me lasse pas de te voir, reprit Spelly, et je te surveillerai de plus près. » Pauvre Murland! Les beaux yeux de sa femme ne lui laissaient pas de repos. C'étaient, comme disent les poètes, des astres éternellement allumés pour l'éblouir. On fit dans le canton plus de 30 ballades adressées aux beaux yeux de Spelly. Quant à Murland, un beau jour il disparut. 3 mois s'étaient écoulés. Le supplice qu'avait éprouvé le fermier avait épuisé sa vie, dévoré son sang. Il lui semblait que ce regard de feu le brûlait. S'il revenait des champs, s'il restait à la maison, s'il allait à l'église, toujours ce rayon terrible dont la présence et l'éclat pénétraient jusqu'au fond de son être et le faisaient tressaillir d'horreur. Il finit par détester le soleil, par fuir le jour. Le même supplice que la pauvre Tulzie avait souffert était devenu le sien. Au lieu de l'inquiétude morale qui, pendant son premier mariage, l'avait transformé en bourreau de la jeune fille, et que les hommes appellent du nom de jalousie, il se trouvait placé sous l'inquisition physique et inéluctable d'un œil qui ne se fermait jamais. C'était encore la jalousie, mais transformée en image palpable, l'inquisition devenue type. Il laissa sa femme, quitta ses domaines, passa la mer et s'enfonça dans les forêts de l'Amérique septentrionale, où beaucoup de gens de son pays ont été fondés des habitations et bâtirent leurs huttes paisibles. Les savanes de l'Ohio lui offraient un asile assuré, à ce qu'il croyait. Il préférait sa pauvreté, la vie du colon, le serpent caché dans les buissons épais, une nourriture sauvage, grossière et incertaine, à son toit écossais, sous lequel l'œil jaloux et toujours ouvert reluisait pour son tourment. Après avoir passé 1 an dans cette solitude, il finit par bénir son sort. Au moins, il trouvait le repos au sein de cette nature féconde. Il n'entretenait aucune correspondance avec la Grande-Bretagne, de peur d'avoir des nouvelles de sa femme. Quelquefois dans ses rêves, il voyait encore cet œil ouvert, cet œil sans paupières, et se réveillait en sursaut. Mais c'était tout ce qu'il avait à souffrir. Il s'assurait bien que la vigilante et redoutable prunelle n'était plus auprès de lui, ne le pénétrait, ne le dévorait pas de ses clartés insupportables, et il se rendormait heureux. Les Narrang-An-Set, tribu voisine de son habitation, avaient pris pour sachem ou pour chef Massasoit
Vieillard maladif, dont le caractère était pacifique et dont Jock Murland se conciliait aisément la bienveillance, en lui donnant de l'eau-de-vie de grain qu'il savait distiller. Massasoit tomba malade. Son ami Murland vint le visiter dans sa hutte. Imaginez un wigwam indien, cabane pointue, avec un trou pour laisser échapper la fumée. Au milieu de ce pauvre palais, un foyer embrasé. Sur des peaux de buffle, étendus par terre, le vieux chef malade. Autour de lui, les principaux sagamores du canton, hurlant, criant, pleurant et faisant un tapage qui, loin de guérir le malade, eût rendu malade un homme en bonne santé. Un powwam, ou médecin indien, conduisait le chœur et la danse lugubre. Les échos voisins retentissaient du bruit que faisait cette étrange cérémonie. C'étaient là les prières publiques offertes aux divinités du pays. 6 jeunes filles étaient occupées à masser les membres nus et froids du vieillard. L'une d'elles, fort jolie, âgée à peine de 16 ans, pleurait en s'acquittant de cet office. Le bon sens de l'Écossais lui fit bientôt reconnaître que tout cet appareil médical n'aboutirait qu'au meurtre de Massasoit. En sa qualité d'Européen et de blanc, il passait pour médecin inné. Il profita de l'autorité que ce titre lui donnait, fit sortir tous les hurleurs et s'approcha du sachem. « Qui vient près de moi ?» demanda le vieillard. « Jock, l'homme blanc. »« Oh !» reprit le sachem en lui tendant sa main desséchée. « Nous ne nous verrons plus, Jock. » Jock, bien qu'il eût peu de connaissances en médecine, s'aperçut sans peine que notre sachem avait tout simplement une indigestion. Il le secourut, ordonna que l'on se tût autour de lui, le mit à la diète, puis lui fit un excellent potage, écossais, que le vieillard avala en guise de médecine. Bref, en 3 jours, Massasoit était revenu à la vie. Les hurlements de nos Indiens et leurs danses recommencèrent, mais ces hymnes sauvages n'exprimaient plus que la gratitude et la joie. Massasoit fit asseoir Jock sur sa hutte, lui donna son calumet à fumer, et lui présenta sa fille, Ananket, la plus jeune et la plus jolie de celles que Murland avait vues dans la cabane. « Tu n'as pas de squaw, lui dit le vieux guerrier, prends ma fille et honore ma tête blanchie. » Jock tressaillit. Il se rappela le souvenir de Tulsi et de Spelly. Le mariage lui avait si mal réussi. Cependant, la jeune squaw était douce, naïve, obéissante. Un mariage dans les déserts s'environne de bien peu de cérémonies. Il a peu de conséquences, funeste pour un Européen. Jock se résigna, et la belle Anonket ne lui donna aucun sujet de se repentir de son choix. Un jour, c'était le 8e jour de leur union, tous deux par une belle matinée d'automne s'étaient embarqués sur l'Oyo. Jock avait emporté son fusil de chasse. Anonket, habituée à ces expéditions qui composent toute la vie sauvage, aidait et servait son mari. Le temps était magnifique. Les rives de ce beau fleuve offraient aux amants des points de vue enchanteurs. Jock avait fait bonne chasse. Une pintade aux ailes éclatantes frappa ses regards. Il l'ajusta, la blessa, et l'oiseau frappé de mort alla tomber, en gémissant, sous d'épais halliers. Murland ne voulut pas perdre une proie aussi belle. Il amarra son bateau et courut à la recherche du résultat de sa conquête. Il avait battu inutilement plusieurs buissons, et son obstination d'Écossais le plongeait et l'enfonçait de plus en plus dans l'épaisseur du bois. Il se trouvait bientôt environné d'arbres de haute futaie et placé au centre d'une de ces salles de verdure naturelle que l'on trouve dans les forêts d'Amérique, quand une clarté traversa le feuillage et pénétra jusqu'à lui. Il tressaillit. Ce rayon le brûlait. Cette lumière insupportable le contraignait à baisser les yeux. L'œil sans paupières était là, vigilant et éternel. Spélie avait passé la mer, elle avait trouvé la trace de son mari, elle le suivait à la piste.
Elle avait tenu sa parole, et sa redoutable jalousie accablait déjà Merland de justes reproches. Il courut vers le rivage, poursuivi par l'œil sans paupières, vit l'onde claire et pure de l'Ohio, et s'y précipita dans sa terreur. Telle fut la fin de Jock Merland. Elle se retrouve consacrée dans une légende écossaise. Les bonnes femmes l'expliquent à leur manière. Elles affirment que c'est une allégorie, et que l'œil sans paupières, c'est l'œil toujours ouvert de la femme jalouse, le plus terrible des supplices.